Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Il est 13 heures au Bénin et voici le sommaire. Que sont-ils devenus aujourd'hui les victimes du drame de Tori-Havamem il y a 5 ans? Dans la commune de Tori-Bocito, des hommes et des femmes ont péri dans les flammes sur un site d'enfouissement. Des produits avariés. Dans ce 13 heures au Bénin, les rescapés prennent la parole 5 ans après. Témoignages touchants, émouvants à suivre dans un instant. C'est un phénomène qui a la peau dure, le châtiment corporel en milieu scolaire. La question est au cœur de l'actualité avec la reprise des cours et l'arrêté du ministre de l'enseignement secondaire qui peine à rentrer dans les habitudes pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire. Les avis sont à suivre. Disparité notoire entre exigences académiques, inégalité des frais de scolarité, différence considérable entre les listes de fournitures. À suivre une enquête de la rédaction de Canal 3 Bénin qui révèle un manque d'harmonisation dans les services scolaires au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. Il y a 5 ans, le Bénin était frappé par un drame qui a occasionné plusieurs morts et blessés. C'était le 8 septembre 2016 à Tori-Havamem, dans la commune de Tori-Bocito. Des hommes et des femmes ont péri dans les flammes sur un site d'enfouissement des produits avariés alors qu'ils tentaient de soustraire du feu ces produits qu'ils estimaient encore consommables. En son temps, le gouvernement, en plus de l'assistance apportée aux victimes, a pris ses responsabilités pour sanctionner les acteurs qui sont intervenus dans le processus de cette opération d'incinération des produits avariés. 5 ans après, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est repartie sur le terrain pour voir comment les populations s'en remettent. Idrissou Boukari et Moufid Sabouran. C'était un jeudi noir à Tori-Havamem, dans la commune de Tori-Bocito, à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. À l'origine, une explosion de produits avariés incinérés sur ce site. Le drame est survenu alors que les populations de la localité cherchaient à récupérer des marchandises jugées impropres à la consommation. Donatien, l'un des propriétaires terriens ayant vendu le domaine au promoteur du site de décharge, a vécu la scène. Il raconte les faits. Pendant que l'incinération des produits avariés était en cours, j'ai vu des gens se diriger vers le trou d'où sortaient des flammes. Du coup, certains y sont tombés et moi j'ai essayé de leur porter secours, mais malheureusement, il y en avait qui sont décédés sur place. Les faits remontent au 8 septembre 2016. En 2021, 5 ans se sont écoulés et Canal 3 revient dans le périmètre de la catastrophe. Le bilan en termes de morts et de blessés était lourd. Dans cette maison seulement, par exemple, 18 personnes ont péri dans les flammes dévastatrices et depuis ce temps, les portes de la chambre sont restées fermées. Sur place, on retrouve quelques rescapés. Les blessures se sont certes cicatrisées, mais les séquelles et le traumatisme demeurent. C'était le pire moment de leur vie. 5 ans après, on est rétabli. Seulement que les conséquences de brûlure demeurent. Moi, par exemple, mes doigts ne répondent plus bien et ne me permettent pas de travailler. Après l'incident, j'ai repris mon activité de vente de charbon, mais je n'arrivais pas à supporter la chaleur. J'ai dû abandonner pour commencer la préparation du gari et de la cassa. La plupart des victimes ont laissé derrière elles époux, épouses et enfants. Il est Touko est le chef de village de Hungo. Il a perdu son oncle et sa femme enceinte. Au lendemain du drame, l'élan de solidarité nationale et internationale a été spontanément manifesté. Les rescapés et ceux qui ont perdu leurs proches ont été réconfortés et soutenus de diverses manières. Mais ce geste d'humanisme était éphémère. Après le défilé de consolation, place à la dure réalité. Notre ancien chef d'arrondissement, Viano Augustin, nous portait régulièrement assistance. Mais depuis son départ de ce poste, plus personne ne nous vient en aide. Je souhaite que les autorités pensent à nous comme le faisait notre ancien chef d'arrondissement. Nous avons assez d'orphelins à prendre en charge. Si elles pensent à nous, ça nous ferait beaucoup plaisir.
J'invite le gouvernement à nous aider afin qu'on puisse reprendre nos activités. Le site de décharge est fermé et interdit d'accès. Après le drame, le gouvernement a pris ses responsabilités pour ce type d'activité. D'importantes mesures ont été prises pour renforcer la vigilance et la sécurité au niveau des sites. C'est la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe qui assure le suivi et la conformité des activités d'enfouissement des produits avariés de toute nature. Le sujet fait désormais l'objet de beaucoup d'attention. Avec la police républicaine, nous sécurisons le transport. Et puis également, pendant tout le temps que dure l'opération, les éléments de la police restent présents jusqu'à ce que les produits, suivant le protocole de destruction, nous suivons le protocole, et les produits sont détruits et pendant un certain temps, les éléments de la police restent sur place pour que les populations ne viennent pas déterrer les produits. L'incident d'Avamé est le plus grand drame ayant frappé le Bénin ces 5 dernières années. Les coupables de la catastrophe ont été sanctionnés, mais le village a toujours du mal à tourner cette page sombre de son histoire. Entre regrets et douleur, Tori Avamé continue de penser ses plaies et de pleurer la tragique disparition de ses filles et fils avalés par les flammes. Voilà, Idrissou Boukari, ils sont certainement sur la liste des oubliés de la République. Vous êtes allé rencontrer les rescapés de ce drame. Rapidement, un petit rappel, nous étions en 2016. Très bien, on va rappeler très rapidement les faits en quelques mots. Il faut retenir que c'est une société qui a pour spécialité la destruction des produits déclarés impropres à la consommation. Ces produits, vous savez, quand les marchandises viennent au port de Cotonou, si c'est des produits comme les pâtes alimentaires, les produits congelés et tout, dès que les produits viennent au port, il y a une équipe donc, de médecins ou des agents de santé qui attestent de la fiabilité donc, de ces marchandises. Peut-être qu'au cours du trajet, les conditions de conservation ne sont pas respectées. Donc dans le lot, on dégage les produits qui ne sont pas consommables. Et il y a des sociétés qui sont spécialisées de récupérer donc, ces produits pour que les produits ne se retrouvent pas sur le marché. Donc c'est le cas de la société dont on parle. Donc la société en question qu'on ne peut pas nommer sur ce plateau, la société a son site d'enfouissement à Tori Avamé, dans la commune de Toriboucito. Donc ce 8 septembre dont on parle, les responsables de la société sont allés sur le site pour incinérer donc, les produits récupérés au port de Cotonou. Et selon ce que les populations nous ont dit, une fois le trou, selon leur procédure, une fois le trou creusé, les produits déversés, ils ont mis le feu. En principe, il fallait attendre que les produits soient totalement consumés avant de se retirer. Mais ce que les populations nous ont dit, c'est qu'avant même que le feu ne prenne complètement, ceux qui ont conduit l'opération se sont retirés. Ça fait que la population, elle, qui est à la recherche du pain quotidien, a eu l'information. C'est ainsi que les populations ont pris d'assaut le site. Il y en a même qui sont descendus au fond du trou, alors qu'il y avait du feu, au fond du trou pour tenter d'extraire les produits qui ne sont pas encore complètement consumés. Bon, les produits qu'ils estiment qui sont encore consommables. Et c'est ainsi que malheureusement, le drame est survenu et bienvenue les dégâts. En tout cas, en plus des rescapés que vous avez rencontrés, on rappelle qu'il y a eu des décès à l'époque, justement. Alors aujourd'hui, sur le site, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation? À quoi ressemble aujourd'hui la vie à Tori Avamé? Très bien. C'est vrai que 5 ans après, nous sommes repartis sur le terrain. Une équipe de reportage est repartie sur le terrain pour voir ce que sont devenus les lieux du drame, voir un peu dans quelles conditions vivent aujourd'hui les rescapés et également comment est-ce que les populations ont pu traverser cette période difficile de leur vie. Mais le constat que nous avons fait, Eric, c'est que la douleur reste. Absolument. La plaie est encore ouverte et les séquelles sont encore visibles. Les rescapés avec qui nous avons échangé et les proches des victimes avec qui que nous avons rencontrés nous ont permis de comprendre que 5 ans après, Tori Avamé a encore du mal à tourner cette page sombre de son histoire. Je vous donne un exemple. Quand nous étions en train de réaliser ce reportage, nous avons rencontré quelqu'un
qui a perdu ses proches dans l'incident. l'incident. Il était en train de nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, où il était, comment il a été alerté, comment il s'est précipité pour aller sur le terrain. Mais à un moment donné, quand on échangeait, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il ne nous voyait pas, il ne nous entendait plus. On essayait de faire des mouvements pour attirer son attention. On s'est rendu compte qu'il était en train de faire une crise. On a alerté ses parents qui étaient juste à côté, qui sont venus le chercher. Oui. Et ce sont les parents qui sont venus nous dire qu'en fait, qu'il a fait une crise parce qu'il était en train de se rappeler de ce moment. Vous voyez, c'est pour dire que encore les populations sont toujours sous le choc. La situation, elle est comme ça. Vous voyez, bon, on va dire que 5 ans après, je pense que tout ce temps qui s'est écoulé n'a pas encore réussi à effacer la douleur, la douleur donc, de ces populations. Et vous savez, chaque année, depuis 2016, chaque année, il y a une messe d'action de grâce qui est organisée dans le village pour prier pour les parents disparus et également pour rendre hommage ou bien pour rendre grâce à Dieu. Au niveau du village? Oui, au niveau du village, pour remercier Dieu, pour avoir épargné certains d'entre eux. C'est pour dire comment est-ce que ce 8 septembre marque la vie de cette population-là. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui ont repris leur activité véritablement? Oui, certains difficilement. Par contre, d'autres, c'est impossible. On a vu une dame dans le reportage. Oui, quand on prend par exemple le cas d'un cultivateur qui, heureusement, a pu être soigné, aujourd'hui qui garde les séquelles. Un cultivateur dont les doigts ou les mains ne répondent plus. Comment peut-il garder sa roue pour travailler? Comment peut-il garder son copeau pour travailler alors qu'il ne sait que faire ça? Il n'a pas d'autre métier. De l'autre côté, sa famille est là qui doit nourrir. Comment peut-il faire? Quand vous prenez par exemple le cas d'une dame qui a pour activité la production du gari ou bien du charbon, il est difficile pour elle aujourd'hui d'aller en contact du feu à cause de sa santé. Vous voyez, la situation est compliquée. C'est vrai que les populations s'en remettent, mais je pense que... Et il y en a qui ne supportent pas la chaleur aussi. Il y a une dame qui l'a évoqué tout à l'heure. Alors de façon générale, est-ce qu'il continue toujours d'être accompagné, d'être soutenu? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et c'est dommage, Eric. Vous vous souvenez, au lendemain du drame, nous avons assisté à une vague de soutien. Soutien venant du gouvernement, des partis politiques, des ONG, des organisations internationales et tout. Mais je pense que quelques jours après... Qui à l'époque ont promis d'accompagner les populations. Tout à fait. Quelques jours après, les populations se sont confrontées à la réalité. Nous avons cherché à comprendre pourquoi. Les populations nous ont dit qu'après ce défilé qu'on a vu à la télé, même le conseil communal de Touareg-Bossito ne prend même plus des nouvelles de ces populations. On estime que c'est trop grave. On a cherché à savoir, mais pourquoi? Les populations nous ont dit que c'est leur ancien chef d'arrondissement, un certain Vianou, Augustin, qui essayait d'apporter son soutien à ces populations, surtout à la veille de la rentrée, avec les fournitures scolaires. Mais depuis qu'il a été remplacé... surtout pour des parents qui ont péri et ont laissé les enfants. Depuis qu'il a été remplacé à ce poste, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a des pères de famille qui sont décédés, qui ont laissé donc, des enfants derrière eux qu'il faut soutenir normalement. En tout cas, c'est vrai que depuis 2016, le Bénin n'a plus connu un autre drame de ce genre. Est-ce qu'a dit que le gouvernement a pris vraiment ses responsabilités? Tout à fait. Le gouvernement a pris... D'abord, la première disposition que le gouvernement a prise, c'est que ces acteurs qui interviennent dans la filière, dans la filière de destruction de produits avariés sont suivis pour qu'il n'y ait plus de dérapage de ce genre. On ne va pas rentrer dans les détails. De l'autre côté, il y a la société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Okoué qui a été créée il y a quelques années. Son DG, M. Valérie Lausson, l'a expliqué, c'est désormais la société qui s'occupe de ces questions et la procédure est un peu avec une meilleure méthode. Voilà, avec une meilleure méthode. Et la police républicaine est davantage mise à contribution en amont comme en aval. Ce qui se passait avant, c'est qu'aussitôt quand on met le feu, on applaudit, on se retire. Maintenant, la police républicaine est tenue de rester sur les lieux et veiller à ce que même la dernière étincelle ne s'éteigne avant de se retirer. Mais ce qui se passait, c'est que quand on finit, on applaudit, on se retire. Et la population, elle, bon, on ne va pas justifier leur comportement, mais qui sont peut-être à la recherche du pain quotidien, se jettent dans les flammes et puis essaient de retirer ce qu'ils veulent retirer. Dans le reportage, nous avons entendu des rescapés, ils ont lancé des appels. À l'endroit des rescapés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire? Je pense que
quand bien même 5 ans se sont écoulés, les rescapés restent dans la souffrance. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Que ce soit le gouvernement, les organisations internationales, les ONG, les clubs, Rotary et tout, qui ont l'habitude d'appuyer les orphelinats, les personnes de troisième âge et tout. Je pense qu'ils peuvent orienter leurs actions vers ces populations parce que vraiment, elles en ont besoin. Elles en ont besoin. Il y a des familles qui avaient déjà leurs problèmes, mais qui sont obligées de reprendre d'autres familles, d'autres enfants dont les parents ont péri dans les flammes. Ça devient compliqué. Un parent qui n'a plus la possibilité d'exercer ses activités génératrices de revenus, je pense que si tu, au-delà, donc en plus de ses enfants, prends les enfants donc d'autres parents, je pense que c'est un peu compliqué. Il faut forcément orienter les actions d'aide envers ces populations. Merci à vous, Idrissou Boukari. Merci vraiment pour ce reportage. On va évoluer dans cette édition en abordant notre sujet pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire. La question est au cœur de l'actualité avec la reprise des cours et l'arrêté du ministre de l'enseignement secondaire qui peine à rentrer dans les habitudes. Les châtiments ou sévices corporels ont pour certains buts donc éducatifs et dissuasifs. Son abus et les séquelles que ça peut laisser sur le corps de l'enfant contreviennent donc à la législation en vigueur au Bénin. Le reportage que nous vous proposons donc de suivre fait cas donc d'une lecture croisée des dispositions de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et du code de l'enfant. C'est une pratique qui a fait du chemin et dont les bienfaits ou nuisances varient d'un individu à l'autre. Vous savez, on nous apprend à l'école normale qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Il n'y a pas d'élèves tarés. Il n'y a que des enseignants qui s'y prennent mal, qui ne connaissent pas leur boulot. Les textes interdisent le châtiment corporel à l'école. La chicotte, je pense, n'est pas la solution pour que l'enfant accède à la connaissance. Il y a plusieurs mécanismes d'amener l'enfant vers la connaissance, autre que la méthode classique et ancienne qu'est la chicotte. Je suis pour, tout simplement parce que pour éduquer un enfant ou éduquer un être humain, il faut lui faire peur de temps en temps. Ce n'est pas chicoter avec truc là. Quand on dit chicote, il y a chicote. Ah non, je suis contre la chicote. Contre la chicote à l'école. Aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut vraiment rarement recourir à cela. Vraiment rarement. Je trouve que si on donne l'autorisation aux gens de chicoter, mais les anciens vont user et abuser de cette méthode qui n'est pas une bonne chose. Le châtiment corporel, c'est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur physique afin d'amener une personne reconnue coupable d'une faute ou d'un délit à un repentir et à éviter la récidive. Dans les pays qui font encore usage de cette pratique, les chiffres font état de ce que des milliers d'enfants prennent congé de l'école face à la furie rageuse d'enseignants qui n'ont Dieu que pour la chicote, somme toute l'humiliation de l'enfant devant ses camarades. Encore largement répandu au Pakistan, où il est ardemment défendu par le monde enseignant comme pratique éducative, le châtiment corporel au Bénin est progressivement sorti des habitudes. Dans un communiqué publié jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l'enseignement secondaire a rappelé aux chefs d'établissements publics comme privés l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. L'autorité ministérielle a fait le constat de la recrudescence du châtiment corporel dans les collèges et lycées publics et privés malgré une première note circulaire et en violation du règlement intérieur des établissements. Au plan juridique, le châtiment corporel rappelle bien les dispositions de loi en vigueur au Bénin. Ce code est le tout premier né en République du Bénin. Et ce qui me réjouit, c'est que ce code est un condensé des normes au plan international, au plan sous-régional et au plan national. Il y avait des tests, il y avait des dispositions légales, mais c'était un peu dispersé. Le code vient un peu, comme je le dis souvent, comme un acte uniforme qui vient uniformiser tout le système relatif aux enfants. Si la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes réprime la violence physique en général, le Code de l'enfant, en son article 18, plus pointu, énonce le respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant au titre de ses droits. Pour la chicotte à l'école. Bon, parce qu'il y a d'autres enfants, sans la chicotte, ils n'arrivent pas à évoluer.
Nous tous, on a passé par là, on sait ce qu'il y a là. Si l'enfant sait qu'on le chicote, son papa va venir, il ne va rien faire et il va manquer de respect aux enseignants. Ouais, la chicote à l'école, je crois que c'est normal. Nous, on a vécu ça. Et ce qui a fait que beaucoup de gens sont évolués, même si tu n'avais pas la volonté. Quand tu te rappelles des chicotes, c'est que tu es obligé d'apprendre tes leçons avant d'y aller à l'école. Évoquant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et mentale de l'enfant, et pour toute personne qui sera coupable d'actes de torture ou traitements inhumains, cruels et dégradants, selon que les dites pratiques causent ou non la mort de l'enfant, les peines prévues par le Code de l'enfant vont de la réclusion à temps de 5 à 20 ans à la réclusion à perpétuité. C'est vrai que la chicote est quelque chose qui discipline, mais vous voyez, c'est tellement délicat qu'on ne sait pas à quel moment celui qui fait usage de la chicote, on ne sait pas à quel moment il déborde. Peut-on bannir définitivement le châtiment corporel des habitudes familiales? Le législateur béninois est resté muet à ce sujet. Ce silence du Code de l'enfant peut bien justifier que les parents au Bénin disposent d'une petite marge de manœuvre, sauf à exagérer comme c'est le cas chez certaines personnes qui se retrouvent bien souvent devant les tribunaux à répondre de leurs actes ignobles et dégradants pour la personne de l'enfant. On reste toujours dans le milieu éducatif. Au nombre des préoccupations majeures des parents d'élèves à l'entame de chaque rentrée scolaire figure la question de la disparité notoire entre exigences académiques, quand est-ce que l'inégalité des frais de scolarité également est sur la liste. Et puis dans les écoles publiques, c'est le cas des montants élevés du privé qui inquiète aussi, et tout ceci sans oublier la différence considérable entre les listes des fournitures d'une même classe en fonction des établissements scolaires. À qui donc impute cette responsabilité ou ce manque d'harmonisation dans les services scolaires au Bénin? C'est une enquête de Wahab Ali Para. Le compte à rebours a commencé pour apprenants et enseignants depuis le début de la deuxième moitié du mois de septembre. L'année scolaire 2021-2022 est donc entamée, mais son lot de casse-tête est diversement partagé par les acteurs, y compris les parents. Aux premières heures, c'est la disparité des frais de scolarité qui estomaque certains parents d'élèves. Il est loisible de constater que dans le même espace géographique, le montant de l'écolage varie d'un établissement à un autre, surtout dans le privé. La sixième, nous tournons autour de 90 000 francs. Et la terminale, nous tournons autour de 155 000 francs. L'année, y compris les travaux dirigés. Chez nous, de la sixième, ça fait de 80 et 120 000. Au primaire, c'est entre 40 et 110 000. Il y a des classes qui ne sont pas à 50 000. Le secondaire, bon, il y a des taux de 70 000 que nous pratiquons. 150 000 dont je parle là, on ne réclame plus les taux, les frais de TD, les frais de révision, on ne réclame plus. Ça couvre tous ces frais-là. Le secteur public, par contre, semble avoir tout encadré à travers un arrêté ministériel. Mais là encore, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Cela se justifie par le niveau de développement de chaque localité. Parce que le niveau de vie n'est pas le même dans tous les départements. Il y a des départements qui continuent d'être encore des zones plus ou moins rurales, et il y a des départements qui abritent beaucoup de communes urbaines. Si la question de la disparité des frais de scolarité n'est pas de nature à faire dormir les parents d'élèves sur leurs deux oreilles, la taille des fournitures scolaires établies par certains promoteurs d'écoles semble porter aux géniteurs et autres tuteurs le coup de grâce. Les trucs sont un peu chers. C'est un peu cher. Franchement. C'est vrai, vous allez constater que les listes de fournitures varient d'une école à une autre. Il y a certaines données qui sont prises en compte par certains établissements qui font qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments à cette liste-là. Hier, par exemple, c'était que l'enseignant doit élaborer des modèles
d'écriture à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Donc, un établissement, par exemple, peut décider d'élaborer un cahier d'écriture qu'il met, n'est-ce pas, et à la disposition des parents d'élèves pour, n'est-ce pas, faciliter premièrement la tâche aux enfants, faciliter également la tâche à l'enseignant. La pratique a donc cours un peu partout dans nos écoles. Les exigences de l'État central qui réglementent la question sont à la limite foulées aux pieds. Les parents qui déboursent ont visiblement perdu la bonne humeur. À l'endroit des auteurs de ces listes de fournitures scolaires hectométriques, le ton est moins tendre. C'est d'ailleurs l'État qui est invité à remettre les choses à l'endroit. Là, on nous dit que il faut faire fréquenter les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Tous les parents ne sont pas riches pour envoyer leurs enfants. Tous les parents ne sont pas riches. Mais c'est l'État qui nous disait tout ça, qui devrait en principe subvenir, soutenir les parents d'élèves. Et il faut que la DIPI, que le ministère rende très tôt, au moins un mois à l'avance, n'est-ce pas, la liste des fournitures, des manuels scolaires qui sont autorisés. Les établissements privés ont certes le mérite d'être producteurs de bons rendements, mais les usagers se heurtent à l'offre de formation et le manque d'harmonie avec les prescriptions du gouvernement. Eh bien voilà, l'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères du foyer pour éclairer l'opinion publique sur la question? Une équipe de la rédaction conduite par Ingrid Day et Henri Ganti est allée donc rencontrer une avocate avec maître Alessandrine Saïzonou-Bédier. Nous allons ensemble feuilleter le code de la famille pour en savoir davantage. Coiffeur de formation, mais aujourd'hui portefer, âgé d'une vingtaine d'années, marié et père de plusieurs enfants, Joseph se vante d'aider sa femme dans les travaux domestiques. Des hommes comme lui, il y en a très peu de nos jours au Bénin. Alors que certains évoquent par paresse l'alibi de la fatigue pour échapper aux travaux domestiques dans leur foyer, d'autres se cachent derrière le regard machiste de la société. Selon ces derniers, la tradition ne permet pas à l'homme, chef de famille, de se rabaisser pour exécuter des tâches ménagères. L'homme peut aider sa femme quand il veut. S'il est à la maison, il ne fait rien. Il peut participer à certaines choses avec elle. L'homme noir, s'il ne quitte pas l'Europe, ou bien, même s'il est noir, il est en Europe, il peut aider sa femme en travaux ménagers. Mais s'il n'est pas en Europe et il est ici, c'est très rare. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la femme est occupée, il fait quelque chose à l'intérieur, il peut lui aider à écraser tomate. Mais la lessive là, c'est un peu gauche. Le slip de sa femme, il ne peut pas dire qu'il va laver. L'homme doit le faire par plaisir. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu vis avec elle, vous avez des enfants, vous êtes dans un foyer. Pour l'évolution du foyer, il faut forcément que l'homme aide sa femme. La contribution de l'homme aux tâches ménagères constitue l'un des plus fréquents sujets de discorde dans les foyers. De ces bisbilles naissent des frustrations rendant plus difficile la conciliation travail-famille. Ce malaise s'accentue lorsque la femme, au même titre que son mari, doit se rendre tous les matins au service pour revenir le soir, s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Et pendant ce temps, l'homme s'accorde des instants de divertissement, soit au salon ou avec ses amis dehors. L'homme doit obligatoirement aider sa femme. La femme n'est plus un esclave à côté de l'homme dans le foyer. L'homme doit l'aider autant qu'il peut. Ça aussi renforce l'amour dans le ménage. La question de la contribution de l'homme aux tâches ménagères suscite beaucoup d'interrogations entre les générations. Chaque homme opine selon sa compréhension, ses réalités et ses coutumes. Au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, le mariage est régi par la loi. Cependant, la loi fait-elle obligation à l'homme de participer aux tâches ménagères? Dans les textes, ce n'est pas dit que l'homme doit faire la vaisselle, la lessive, écraser le piment et la tomate. Mais ce qui est dit, c'est que les liens du mariage entraînent des obligations de part et d'autre. On peut aider son épouse dans les travaux ménagers. On peut l'aider à s'occuper des enfants. On peut même l'aider à faire à la lessive et autres.
Malgré le poids de la tradition qui suscite un sursaut d'orgueil chez beaucoup d'hommes, certains s'accordent sur le fait que la clé d'un ménage heureux et durable réside en la capacité des deux partenaires de se soutenir dans les tâches domestiques. Cette pratique pourrait non seulement améliorer et rendre plus bienveillant le regard de la société, mais aussi contribuer à l'éducation des enfants. Bientôt, une station balnéaire de classe internationale avec au moins 300 chambres, plus de 400 emplois directs et autant d'emplois indirects à créer à Vlekété au Bénin avec le concours du Club Med. C'est un partenariat de gestion et de commercialisation. La cérémonie de signature du contrat a eu lieu ce mardi à Seme City. On fait le point dans ce reportage. La solennité temporelle qui laisse se succéder dans un enchaînement spontané les mouvements de caméra et d'optique d'appareils photo cadre bien avec l'actualité obligée de la présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, du ministre de la Culture et leurs collègues en charge du cadre de vie. Paraphes, signatures et échanges de documents pour officialiser les contrats de gestion et de commercialisation du futur Club Med à Vlekété, commune de Ouidah. Le Club Med, justement, dont le président en personne élabore ici sur les motivations d'un tel partenariat. Notre présence aujourd'hui avec vous n'est pas le fruit du hasard. Ce nouveau projet au Bénin s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre développement en Afrique. Et cela dans le cadre de nos 4 piliers stratégiques, local, à la fois global et adapté aux situations et aux marchés et aux destinations locales, upscale, haut de gamme, mais avec l'esprit de convivialité du Club Med, happy digital, parce que le digital est un élément clé du développement touristique aujourd'hui, et enfin ce que nous appelons happy to care, c'est-à-dire notre mission et notre responsabilité au titre du respect et du développement de l'environnement. C'est ainsi que nous sommes le leader mondial des vacances tout compris, haut de gamme, expérientielles pour les familles et les couples actifs. Le projet Club Med, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, entre dans la droite ligne du développement et de l'aménagement de la station balnéaire de la route des pêches. Il sera doté de 330 chambres, dont un espace Club Med Exclusive Collection, le tout meilleur du Club Med, avec 30 suites, de nombreuses infrastructures pour la pratique des sports, le bien-être et l'encadrement des enfants. Et bien sûr, ce Club Med offrira également un point de départ idéal à nos clients pour qu'ils puissent découvrir et s'immerger dans la culture béninoise. Nul doute qu'ils trouveront ici un coin de paradis, entouré d'un environnement naturel préservé, d'une population accueillante, et cela pour se détendre et partager des moments ensemble, l'esprit libre. En superficie et en coût, le projet Club Med aiguise les appétits tant le standing et le respect des normes écologiques fascinent. En misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Il me plaît de préciser ici, avec l'accord des collègues et principalement du collègue en charge du développement durable, que ce projet témoigne aussi de notre sensibilité pour le tourisme durable, car il prend en compte notamment les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, aux économies d'énergie, à la protection de la biodiversité, à la gestion du bruit, à la gestion de l'eau et j'en passe. En définitive, et en attendant la sortie de terre du Club Med, il se dégage à constater que l'offre culturelle, naturelle et touristique de la destination Bénin est en pleine exécution. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. À très bientôt.